Makassi. Aujourd'hui, nous allons faire une suite par rapport à ma conférence qui s'intitulait Négro-messianisme, où je parlais des Hébreux bantous, parce qu'il faut savoir que beaucoup, en fait, quand on fait souvent nos débats dans la communauté chrétienne africaine, subsaharienne en tout cas, on a souvent cette théorie comme quoi que les Hébreux, ceux dont on parle dans la Bible, seraient issus du peuple Congo, et d'autres vont dans un sens en disant que les Hébreux authentiques seraient les Éthiopiens. Et donc, j'ai fait toute une conférence pour essayer de confronter euh, ces théories face à la réalité historique et à la documentation. Et donc, on s'aperçoit que tout cela n'est qu'une vue de l'esprit qui ne tient sur aucun document sérieux. Et suite à ça, j'ai aussi parlé un peu de l'Éthiopie, en expliquant à quel point cela ne tenait pas, que ça soit au niveau de l'ADN, que ça soit au niveau de l'histoire, que cela ne tenait pas. Et suite à ça, il y a eu pas mal de commentaires de gens qui ont utilisé la simplicité pour tordre mes propos et en me faisant passer pour un séparatiste ou un raciste ou un génocidaire qui essayait de faire de l'épuration de race. Non, il faut vraiment, nous les Africains, qu'on arrête, lorsqu'il s'agit de l'histoire, de réagir par émotion. Il faut vraiment qu'on arrête. Les Africains, nous sommes le peuple qui avons l'histoire la plus longue de l'humanité. Nous avons été très souvent nous avons très souvent subi des invasions de peuples étrangers qui nous ont très souvent massacrés. On a fait ce qu'on a pu pour nous défendre, mais beaucoup de fois, l'Afrique a subi des invasions. Et de nos jours, nous cohabitons encore avec des peuples qui sont à l'origine de ces invasions. Et le fait d'en parler ne fait pas de moi un raciste, je ne fais que parler de l'histoire. C'est ce que fait un historien. Aujourd'hui, je donne un exemple. La France et l'Allemagne ont eu dans le passé, ont fait des guerres. Mais ça n'empêche pas à la France d'enseigner à ses ressortissants français l'histoire de l'Allemagne et diaboliser Hitler sans qu'il y ait des conséquences dans le présent. C'est qu'à un moment donné, l'histoire, elle est faite pour être racontée. C'est tout. Maintenant, le problème, c'est que nous, les Africains, nous sommes trop dans l'émotion, justement à cause des religions. Nous prenons part à des peuples sans même étudier ces peuples, sans étudier les rapports qu'on a eus avec ces peuples dans le passé. On croit que tout le monde sont nos amis et on ne prend pas des leçons de ce qui nous est arrivé. Et résultat, quand une personne comme moi essaie de vous parler un peu de l'histoire, vous, au lieu d'abord de faire des recherches et d'essayer de comprendre qu'est-ce que je veux dire, vous réagissez bêtement et à jouer la carte du racisme. Arrêtez ça. Vraiment, c'est stupide. Donc, pour tous ces nègres qui ne font même pas l'effort de faire des recherches et qui veulent juste réagir pour réagir, on va s'asseoir et on va essayer d'aborder un peu plus profondément cette question de l'Éthiopie. Bon, maintenant que j'ai dit ça, on va un peu essayer d'avancer. Alors, l'Éthiopie. L'une des raisons pour lesquelles les Africains parlent de l'Éthiopie, c'est parce que ce nom est mentionné dans la Bible. Si ce nom n'était pas dans la Bible, personne n'accorderait le même crédit qu'on accorde à l'Éthiopie. Donc ça, c'est une des raisons. La deuxième raison est liée à la première raison. L'Éthiopie, pour beaucoup d'Africains, symbolise ce concept de la résistance. Et tout ça, c'est lié à Haïlé Sélassié. Sachant que Haïlé Sélassié est supposé être un descendant de Salomon, et Salomon est un personnage biblique. Donc, voilà les deux raisons. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire un petit rappel historique. Je sais pas la conférence, enfin cet échange ne va pas être basé là-dessus, mais c'est un petit rappel pour essayer de mettre les choses dans leur contexte et expliquer aussi pourquoi les Africains parlent de l'Éthiopie. Il faut savoir que durant les pires moments de notre histoire, surtout ce qui va se passer dans les Caraïbes et surtout aux États-Unis où la ségrégation va continuer, où on va pouvoir pendre les Noirs, les brûler et ainsi de suite, enfin ça vous le savez, les Africains vont trouver des similitudes entre eux et ce qui est marqué dans la Bible concernant les Hébreux en Égypte. Donc, ils vont trouver une similitude. Et ce qui va se passer, c'est que, étant donné que la Bible était le seul document à l'époque que les Africains avaient le droit de lire et que les églises étaient le seul endroit où les Noirs
avaient le droit de se rassembler. Donc, les premières idées de révolution vont se faire dans les églises. Et le document qu'on va utiliser pour pouvoir créer ces révolutions, ça va être la Bible, parce que c'est le seul document que les Africains connaissaient. Et en étudiant ce document, ils vont s'apercevoir qu'il y a le terme Éthiopie et qu'en étudiant ce terme, ils se sont rendus compte que Éthiopie veut dire visage brûlé et que ce pays biblique se trouve bien en Afrique. Et donc, ils vont vite s'apercevoir que tout ce qu'ils connaissaient de l'Afrique était juste de la mauvaise propagande et que l'Afrique, dans l'Antiquité, n'avait pas la même position décrite par leurs bourreaux. Donc la Bible maintenant va être utilisée, va être un outil de la révolution africaine. Et maintenant, ce qu'il va se passer, c'est qu'ils vont créer un messianisme noir, de la même façon qu'il y a eu un messianisme hébreu, juif, si vous voulez. Mais les Africains vont essayer de faire la même chose. Et ils vont avoir ce concept de Sion, c'est-à-dire un retour vers la terre promise. C'est ça qui va se passer dans la tête des Africains, surtout aux États-Unis. C'est ça qui va se passer. Et donc, il va y avoir ce fameux verset où on dit que l'Éthiopie tendra la main vers Dieu. Et ce verset va être l'un des versets qui va être extrêmement utilisé pendant cette époque. Puis après, Garvey va rajouter encore une couche lorsqu'il va faire son discours en 1927 en disant aux Africains de regarder vers l'Afrique où un roi noir sera couronné qui mènera le peuple noir à sa délivrance. Et donc ça aura de l'impact dans la conscience des Noirs de l'époque et ils vont attendre ce fameux signe. Lorsque finalement Haïlé Sélassié va être couronné, pour les Noirs de la diaspora, mais aussi pour ceux qui sont restés sur le continent, ça va être le signe prédit par Marcus Garvey. Donc voilà un peu les conditions qui ont fait qu'encore jusqu'à aujourd'hui, l'Éthiopie, pour beaucoup d'Africains, est considérée comme le pays de la rédemption pour le peuple noir. Donc ça, c'était juste un petit rappel, historique. Mais nous, lorsque nous argumentons aujourd'hui dans nos petits débats interconfessionnels et que nous faisons référence, en tout cas que les chrétiens africains font référence à l'Éthiopie, très généralement, ils ne font même pas allusion aux autres tribus qui, elles aussi, font partie de ce pays qu'on appelle actuellement l'Éthiopie. Toutes les tribus que je vais vous montrer, en fait, en général, les chrétiens, les noirs chrétiens qui argumentent sur l'Éthiopie ne font même pas référence à elles. Dans tous les cas, ces tribus que je vais vous montrer n'ont aucune connexion avec la Bible et lorsque j'ai fait, moi, ma conférence sur l'Éthiopie, je ne faisais pas référence à ces tribus parce que je ne pense pas que ces tribus, par exemple les Karo que je vous montre, ont quelque chose à voir avec l'abrahamisme. Je pense que pour beaucoup de ces tribus, en fait, continuent à pratiquer le culte des anciens et ne se revendiquent pas ou n'ont pas contribué au christianisme ou au judaïsme dans ce pays qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie. Donc c'est pour ça que je vais les écarter de l'équation pour pouvoir me concentrer sur les fameux Éthiopiens dont tout le monde fait référence lorsque nous parlons de ce pays et que nous faisons référence à Haïlé Sélassié ou que nous faisons référence à la Bible ou à Salomon. Donc c'est sur ces fameux Éthiopiens que je vais me concentrer. Voilà. Toutes les tribus que je vous ai montrées n'ont aucune connexion avec la Bible et ne sont pas responsables ni du judaïsme ni du christianisme sur cette terre qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie. Par contre, lorsque nous faisons référence à la Bible, à Salomon, à Haïlé Sélassié ou à l'histoire du christianisme dans ce pays, nous faisons référence à ces peuples exclusivement. Parce que lorsque nous parlons par exemple d'Haïlé Sélassié, on peut bien voir qu'il y a une continuité génétique avec ces peuples-là que par exemple avec cette demoiselle ici. Donc c'est sur eux que je vais me concentrer pour mon sujet. Parce que si je mets par exemple la photo d'Haïlé Sélassié, nous voyons qu'il y a une continuité génétique ici et non avec les tribus que je vous ai montrées précédemment. Ici, il ne s'agit pas de stigmatiser les autres peuples. On est juste là pour pouvoir établir une vérité parce que pour beaucoup d'Africains, les Juifs authentiques ou les Hébreux authentiques étaient
des Éthiopiens. Donc, si les Éthiopiens étaient les authentiques juifs de la Bible ou les authentiques chrétiens ou les authentiques chrétiens, nous devons déterminer de quelle tribu on parle ou quelles sont les tribus d'Éthiopie qui sont à l'initiative du christianisme. Et après, on pourra argumenter pour voir leur contribution, en quoi ce christianisme a été positif dans l'histoire. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va restituer le terme Éthiopie dans le temps et dans l'espace. Donc là, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est au moins se mettre d'accord sur la base. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la revue Ankh, qui quand même est très bien connue des chercheurs africains. Et ils font une remarque importante que j'ai soulignée. Ils disent que les Éthiopiens, au sens des auteurs grecs et latins, sont les Nubiens. Donc, ils vous font une remarque importante. Donc, c'est pas Mobali Makassi qui raconte des bêtises. Dans la revue Ankh, c'est bien marqué. Pour les anciens Grecs, quand ils faisaient mention des Éthiopiens ou de l'Éthiopie, ils parlaient exclusivement de la Nubie. Ici, nous allons utiliser par exemple Hérodote pour essayer encore d'illustrer mon propos là-dessus. Lui, en fait, il est considéré comme le premier historien. Et vous voyez un peu les dates. Il aurait existé entre 484 et 425 avant Jésus fictif. D'accord? Et déjà à l'époque, ce monsieur, lorsqu'il écrit les livres, lorsqu'il commence à documenter, là par exemple, je vais prendre comme je veux pas que ça sorte de ma bouche. Je veux pas que Mobali Makassi a dit des choses. Là, on va prendre quand même des travaux de l'UNESCO. Donc, l'UNESCO, c'est pas Mobali qui écrit les livres. D'accord? Là, je vous ai pris Histoire générale, Histoire générale de l'Afrique, le tome 2. D'accord? Et eux, ils nous précisent que Diodore, en fait, consacre son 3e livre entier à l'Éthiopie, c'est-à-dire le pays qui s'appelle de nos jours le Soudan. Donc, il nous précise bien que Diodore, dans son livre consacré à l'Éthiopie, c'est du Soudan qui parle. Il ne parle pas de l'Éthiopie, d'Addis Abeba, tout ça. Il ne fait pas référence à ce pays-là. Et dans l'Antiquité, ça a toujours été le cas. C'est là où je veux en venir. Là, vous avez une carte du monde décrite par Hérodote. Et lorsque nous voyons cette carte, vous voyez bien que l'Éthiopie, là où il situe, c'est au Soudan. Parce que vous avez Méroé et en bas, il marquait éthiopien. Donc, ça n'a rien à voir avec l'Éthiopie d'aujourd'hui, là, Addis Abeba, Haïlé Sélassié, tout ça, là, la Libéla, ça n'a rien à voir. Donc, à l'époque de l'Ancien Testament, lorsqu'on nous parlons des Éthiopiens et qu'ils font allusion à la terre promise, ce n'est pas le pays d'Haïlé Sélassié, ce n'est pas le pays de la Libéla, ce n'est pas les Éthiopiens d'aujourd'hui. On parle des Soudanais. Maintenant, ce qu'il s'est passé, c'est qu'à l'époque de Garvey et tout ça, c'est qu'il n'y avait pas assez de documents. En tout cas, il n'y avait pas cette possibilité d'avoir les documents comme on a aujourd'hui. Et donc, ils se sont juste trompés de pays. Mais après, moi, je peux le comprendre parce qu'on était dans une époque difficile où déjà lire, c'était déjà un exploit. Mais en plus, avoir les documents de première main, ben, c'était autre chose. Mais ça ne veut pas dire que maintenant qu'on sait qu'on peut documenter les choses, qu'on doit continuer à perpétuer quelque chose qui était erroné à la base. Donc nos anciens, ben, ils ont fait ce qu'ils pouvaient par rapport à leur époque, mais ils ont eu tort. Ils se sont juste trompés de pays. Donc les Soudanais, ce sont ces personnes-là. Maintenant, puisque ce sont les Grecs qui les ont appelés les Éthiopiens, on va essayer de voir les choses du point de vue des Grecs. Ici, vous avez un jarre où les Grecs dessinent un Éthiopien. Déjà, quand vous voyez le jarre, ils ont utilisé une couleur bien noire pour montrer un Éthiopien. Ils auraient pu utiliser n'importe quelle teinte, du marron, du noir un peu plus clair, mais ils ont utilisé ce qu'il y a d'extrêmement noir pour décrire un Éthiopien ou un Soudanais. Et là, vous voyez que le jarre, en fait, date du 5e siècle avant Jésus fictif. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore à l'époque de l'invasion des Grecs. Nous ne sommes pas encore à cette époque-là. Voici encore un autre jarre qui date de la même époque. Et là, on vous montre un Éthiopien. Un Grec fait un vase et il décrit un Éthiopien. Et vous voyez bien que la personne décrite est extrêmement noire. D'accord? Et il y a une raison à ça.
D'ailleurs, lorsque vous voyez les cheveux blancs de ce monsieur, c'est pas qu'il est vieux, mais c'est parce que aussi, encore aujourd'hui, dans certaines tribus soudanaises, cette culture existe encore. Donc là, je vous ai mis la photo d'un Soudanais et vous voyez comment il est. Voici encore d'autres œuvres artistiques des Grecs qui décrivent des Soudanais. Et vous voyez à quel point ces fameux Soudanais décrits par les Grecs, à quel point ils sont extrêmement noirs. Ils n'ont pas utilisé d'autres variantes. Ils ont utilisé le noir pour décrire ces fameux Éthiopiens. Voici encore, pour encore appuyer mon propos, vous avez des illustrations kabites ou égyptiennes où ces Égyptiens vous montrent des Nubiens, vous montrent des Soudanais. Et vous voyez bien qu'entre ce que disent les Grecs et ce que disent les Égyptiens, c'est une concordance. Ils sont d'accord tous les deux pour dire que ces personnes sont extrêmement noires. Maintenant, ici, maintenant qu'on a compris ça, avant que je passe à l'autre volet, j'ai un article de Wikipédia. Vous pouvez le consulter. J'ai mis le lien juste en bas. Et on nous dit que dans les épigraphes gréco-romaines, Éthiopie était un toponyme spécifique à la Nubie ancienne. Le nom d'Éthiopie apparaît également dans de nombreuses traductions de l'Ancien Testament faisant allusion à la Nubie. Les anciens textes hébreux identifient plutôt la Nubie comme couche. Je répète, les anciens textes hébreux identifient la Nubie comme couche. Donc, que ce soit les Hébreux, que ce soit les Grecs, que ce soit les Latins, à chaque fois qu'ils ont employé le terme éthiopien, le terme couchite, le terme soudanais, ça a toujours été lié au Soudan actuel. Et le Soudan actuel n'a rien à voir avec l'Éthiopie d'Addis Abeba, de la Libéria, de tout ça. Ça n'a rien à voir. Ici, je vous sors une carte pour vous donner une idée. Et sur les dates, vous voyez bien que lorsque nous parlons de la Nubie de Couche et de tout ça là, vous avez les dates approximatives à peu près. 2400 avant Jésus fictif et 400 ans après Jésus fictif. Entre cette période, vous pouvez parler du Couche. Ensuite, juste en bas, Aksum, donc maintenant c'est là où il y a l'Éthiopie moderne. Vous voyez bien que c'est récent dans l'histoire. C'est uniquement dans la période chrétienne, c'est-à-dire que 100 ans après Jésus fictif et 940. À ce moment-là, vous pouvez parler d'Aksum, du royaume d'Aksum et des Éthiopiens d'aujourd'hui, tout ça là. Pas avant la période chrétienne, pas avant. Donc vous voyez bien que ce n'est pas le même pays, parce qu'il y a un écart de fou entre les deux. Donc techniquement, quand nos frères Rasta nous parlent de la terre promise, eh ben, ils se trompent de pays, parce que les textes antiques, ils ne parlent pas de ce fameux Éthiopie, ils parlent du Soudan. Donc voici le Soudan dont il est question. Voici la vraie Éthiopie antique. D'accord? Et ce pays d'ailleurs, maintenant utilisons le nom des autochtones de cette époque, ce n'est ni le Soudan, parce que le terme Soudan est un terme arabe, ce n'est ni Éthiopie, parce que c'est un terme grec, mais ici, c'est Tasseti. Ça, c'est le nom authentique. Et je vous ai mis le Médounéter écrit par eux-mêmes. Donc, c'est comme ça que ces gens-là appelaient leur pays. Ici, je vais utiliser un livre d'un frère qui s'appelle Omutunde Kalala. Vous le connaissez certainement. Donc ici, c'est plus un placement de produit que je vais faire parce que c'est un frère que j'apprécie énormément pour sa façon d'éduquer et la simplicité en fait qu'il a à pouvoir transmettre les informations. Donc, je vais faire un peu de la promotion pour ce petit livre que je vous conseille, d'accord? Surtout si vous avez des enfants et que vous ne voulez pas les charger avec des gros livres comme Nation et Agriculture qui sont quand même assez techniques. Vous voulez des choses quand même assez simples pour commencer. Voici un livre que je vous conseille. Et dans ce livre, notre frère Omutunde nous dit que le mot éthiopien, en fait, il y a deux termes dedans, en fait. Le premier, c'est Eto qui veut dire brûler, et le deuxième, c'est Ops qui veut dire visage. Donc, littéralement, lorsque les anciens disaient Éthiopia,
c'était le pays des visages brûlés. Littéralement, c'est ça que ça veut dire lorsqu'on dit brûlé. Bon, ici, le frère, pour des raisons peut-être de simplicité, a marqué le pays des nègres. Et maintenant, nous allons comprendre pourquoi les Grecs ont choisi ce terme pour désigner ces fameux Soudanais. Premièrement, lorsque vous brûlez quelque chose, ce que vous allez obtenir à la fin, c'est du noir. Pas du marron, c'est du noir. Donc, lorsque les Grecs disent que ce sont des visages brûlés, ça a à voir forcément avec cette teinte parce que les fameux Soudanais sont extrêmement noirs. D'accord? Ce n'est pas, ils n'ont pas appelé ces gens-là les visages brûlés parce que ils trouvaient marron ou ils trouvaient vert. Non, parce qu'ils ont trouvé que ces gens, parmi les noirs qu'ils avaient déjà rencontrés, que ce soit les Égyptiens, ceux-là avaient quand même quelque chose de plus parce qu'ils sont extrêmement noirs. Et c'est pour ça qu'ils les ont qualifiés de visages brûlés. Mais le problème, c'est que quand les Grecs vont dire ça, ce n'est pas péjoratif. Ça n'a jamais été péjoratif lorsque les Grecs ont désigné ces personnes d'extrêmement noirs ou d'Éthiopiens. Ici, vous avez des enfants soudanais. Et vous pouvez voir de vous-même à quel point ils sont extrêmement noirs. Voici un autre enfant soudanais. Et vous voyez à quel point ce petit est extrêmement noir. Mais il faut savoir en fait que ce terme, plus tard, va être un terme générique d'abord pour désigner les Noirs, mais quand ils disent les Noirs, y compris les Indiens, parce que les Indiens étaient aussi extrêmement noirs. Là, vous voyez une dame indienne qui n'est pas africaine, vous la voyez, elle est extrêmement noire. Donc, quand les Grecs vont rentrer en contact avec les Indiens, avec l'Inde, ils vont rencontrer les mêmes noirs foncés qu'ils avaient rencontrés en Nubie, eh ben, ils ont aussi qualifié ces personnes d'Éthiopiens. Donc, il ne faut pas être étonné lorsque vous allez lire les livres de l'époque, dans l'Antiquité, que les Indiens sont qualifiés aussi d'Éthiopiens. Ce n'est pas parce qu'ils viennent d'Éthiopie, mais parce que ce terme va être un terme générique pour qualifier les Noirs extrêmement noirs. Bon, revenons à nos histoires sur la Nubie. Ici, vous avez un pharaon Tarka, vous le voyez, à quel point ce pharaon était noir parce qu'il était un Nubien. Là, vous avez Mentuhotep. Et vous voyez à quel point eux-mêmes, les autochtones, l'ont dessiné. D'accord? Ils auraient pu utiliser plusieurs teintes pour le mais vous voyez qu'ils ont choisi ce qu'il y a d'extrêmement noir pour montrer à quoi ils ressemblaient. Ici, vous avez les Menjai, les soldats d'élite de la Nubie. Et vous voyez à quel point ces Soudanais étaient extrêmement noirs. Donc, vous voyez, c'est pas Mobali qui dit n'importe quoi. J'utilise la documentation des gens de l'époque pour vous montrer et que vous-même, vous fassiez fonctionner votre cerveau. Lorsque nous parlons des divinités kamites, à savoir Osiris, Isis, enfin ça, c'est des termes grecs, mais en fait, lorsque nous parlons d'Oussiré, Asset ou Amon ou Amin, ce sont des divinités extrêmement noires parce que ce sont des divinités du Sud. Ce sont des divinités qui viennent du Soudan. Donc, ces divinités sont à l'image de leur peuple. C'est pour ça que ces divinités ont la couleur extrêmement noire. Mais il faut savoir que quand les Grecs vont venir et qu'ils vont voir ça, ils vont être extrêmement impressionnés, qu'ils vont essayer de faire pareil chez eux. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu, vous savez bien que toutes les divinités grecques sont inspirées des divinités africaines. Que ça soit Zeus, que ça soit Thoth, tout ça là, ce sont que des versions grécisées des divinités africaines. Donc, eux, quand ils vont venir, je me rappelle, quand ils vont venir à Kemet, dans le pays des Noirs, ben, ils vont être impressionnés par cette divinité, par cette couleur noire, et ils vont faire la même chose chez eux. Mon Bali Makassi, peux-tu le démontrer? Oui, je peux le démontrer. Là, vous voyez Zeus, c'est une œuvre artistique, et vous voyez Zeus, alors que il n'a rien d'africain, mais vous voyez que eux, les Grecs, ne se gênent pas pour le dessiner en tant que noir. Parce que le noir est la couleur des divinités.
Et ils n'imaginaient pas dessiner leur divinité d'une couleur blanche. C'était le noir. Ici, vous avez un jarre, et sur ce jarre, vous voyez que les divinités grecques, à l'exception de, il me semble que c'est Athéna, qui est blanche, mais toutes ces divinités sont dessinées noires. Vous voyez Zeus assis sur son trône, vous le voyez, il tient les éclairs, et il est dessiné, il a la peau noire. Ça ne veut pas dire qu'il est africain. Mais pour les Grecs, ils ne pouvaient pas imaginer leur divinité sans la peau noire. Parce que, étant donné qu'ils se sont inspirés des divinités égyptiennes et que le noir était la couleur des dieux, ils ne pouvaient pas imaginer dessiner Zeus en blanc. Ce n'est que plus tard que ça va commencer à s'inverser. Mais au départ, vous voyez bien les dates, on est toujours vers 540 avant Jésus fictif. Donc, c'est avant que les Grecs arrivent, avant Alexandre le Grand, avant ce complexe-là qui va arriver plus tard, avant le christianisme, avant tout ça. Là, vous voyez que là, on est encore au début, puisque on est vers 540 avant Jésus fictif. Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas encore ce complexe-là. Ils n'ont pas encore ça. Ils sont encore impressionnés par les Noirs. Et vous voyez, quand ils repartent chez eux et qu'ils font des œuvres d'art, eh ben, ils font exactement ce que font les Africains. Donc là, vous avez Zeus. D'accord, là, vous avez Zeus et vous le voyez. Et de toutes les façons, toutes ces divinités que vous voyez, attendez, je peux vous montrer. Je vais vous montrer autre chose. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais cette divinité, par exemple, ici, là, vous avez Djéouti. D'accord? Ici, vous avez Mars dans la version latine, mais dans la version grecque, c'est Arès, le dieu de la guerre. Et vous le voyez qu'il est noir. Mais toutes ces divinités sont des divinités, en fait, égyptiennes, mais grécisées. Donc là, je vous ai montré Djéouti. Là, c'est entre parenthèses. Ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est surtout pour votre culture générale. Je vais vous montrer quelque chose. Un instant. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, lorsque on parle de Djéouti, nous parlons de ça. D'accord, voici Djéouti. Donc, vous voyez qu'il tient un caducée, en fait, deux caducées. Et plus tard, les Grecs, donc d'abord, on va le peindre en noir, et plus tard, ils vont, après Alexandre le Grand, donc on va commencer à blanchir les personnages. Et ce personnage Djéouti, ben, on va l'appeler Hermès. D'accord, là, je pense que c'est la statue que vous voyez ici, c'est une statue qui est, il me semble, au Louvre. OK? Et vous voyez que Djéouti, bon, là, comment ça s'appelle? Hermès, ils l'ont mis à poil. Bon, ça, c'est la culture grecque, mais il tient aussi le caducée. Donc là, Djéouti tenait deux caducées. Maintenant, ils mettent un caducée, mais avec deux serpents. OK? Et, vous voyez? Et ce symbole, vous le trouvez au Parlement français. Là, c'est pas Mobali qui raconte n'importe quoi. Vous pouvez vous-même, il faut juste regarder les symboles. Mais pourquoi, quelle est cette connexion entre le caducée et Djéouti et le Parlement? Tout simplement parce que ce symbole du caducée avec deux serpents est un symbole que les commerçants dans l'Antiquité utilisaient. En fait, ce symbole fait référence à l'articulation ou à la capacité de convaincre par la parole. Et vous voyez que dans la chambre de commerce, vous voyez que le symbole, c'est celui-là, le caducée avec deux serpents. Parce que je vous ai dit, c'est lié aux commerçants. Parce que c'est des gens qui aiment bien convaincre, c'est des gens qui ont la tchatche pour pouvoir vous séduire. Et donc, ce symbole-là va être leur symbole. Et donc, c'est pour ça que la chambre de commerce de Paris l'a utilisé, et encore aujourd'hui. Là, vous voyez bien des médailles de la chambre de commerce. C'est ce fameux Hermès avec le caducée avec deux serpents. Donc, ce n'est pas des choses que je raconte parce que je dis des bêtises. OK? Maintenant, il y a une différence entre le caducée avec deux serpents et un serpent. Celui avec un serpent, ça n'a rien à voir. Celui-là, ça a à voir avec Asclépios. Et Asclépios, lui, c'est le dieu de la médecine. C'est ce symbole que vous trouvez dans les pharmacies. Ces deux symboles, ce n'est pas la même chose. Il y en a un qui est lié au commerce et il y en a un autre qui est lié à la santé. D'accord? Mais Asclépios, en fait, n'est que la version égyptienne de Imhotep. En fait, ces gens vont tellement être impressionnés d'Imhotep qu'ils vont le diviniser et en faire un dieu. Et ils vont le blanchir plus tard. Et ils vont l'appeler Asclépios. D'accord? Ça, c'est les Grecs.
Donc, pour revenir à mon truc, donc voici Hermès. Mais ça, c'est à l'époque avant que les Européens le blanchissent. À l'époque, quand vous prenez les jarres avant l'invasion d'Alexandre le Grand, par exemple comme celui-là, eh bien, ce personnage, bien qu'ils soient encore qu'ils l'ont européanisé, vous voyez que la couleur, ils ont gardé la couleur noire. Donc ce n'est qu'après qu'ils vont changer. Donc là, c'est une petite parenthèse. C'était juste pour votre culture générale. Mais revenons à nos moutons sur notre sujet concernant l'Éthiopie. D'accord? Revenons là-dessus. Ça, c'était juste une petite parenthèse, qu'on ne se perde pas. Donc, je vais revenir là où j'étais. J'étais ici. Donc, pour les Grecs, ils vont être impressionnés non seulement par l'Éthiopie, mais aussi par le pays. Et ils vont écrire, et là, c'est pas Montbal qui raconte des bêtises, d'accord? Ça, c'est Hérodote. Et ça, c'est ce que Hérodote écrit. Et lui, il va dire que Jupiter, en fait, quand on dit Jupiter, c'est Zeus. Mais Jupiter, c'est la version latine. La version grecque, c'est Zeus. Donc, Jupiter et les autres immortels se rendent en Éthiopie, donc au Soudan, pour recevoir les offrandes. Donc, le Soudan, pour les Grecs, c'était la terre promise. C'était la terre sainte où leur propre Dieu quittait l'Olympe, quitter la Grèce, tout ça là, faisait tout trajet, venir au Soudan pour pouvoir recevoir les offrandes. Donc c'est pour vous montrer l'importance de ce pays-là au vu des Grecs et dans l'Antiquité. Voilà. Maintenant, ici, on va essayer de comprendre à partir de quel moment il va y avoir une usurpation d'identité. C'est-à-dire à quel moment l'Éthiopie, qui était le Soudan, va devenir l'Éthiopie d'Addis Abeba, le pays d'Haïlé Sélassié, le pays de la Libéla, tout ça. À quel moment il va y avoir ce changement?